Bonjour, donc je suis Christophe Havard, je travaille à Thales dans la partie Research and Technology sur le site de Palaiseau, à côté de l'école polytechnique. J'ai rejoint au début de l'année un laboratoire qui s'appelle Raisonnement et analyse dans les systèmes complexes, qui en fait est le regroupement d'un certain nombre d'équipes qui travaillent sur les problématiques de fusion de données. Et moi, je viens, avec quelques collègues, compléter sur la partie, on va dire, architecture des systèmes d'information en particulier. Ça va nous permettre d'élargir un petit peu notre scope sur les nécessaires mutualisations de compétences. J'en dirai un mot d'ailleurs. J'ai une deuxième activité, en quelque sorte, qui est la participation à un organe de gouvernance pour la R&T à Thales, qu'on appelle les domaines technologiques clés. Il y en a un certain nombre qui concernent le hardware, le software, les traitements de données. Et puis, j'ai un trou. J'ai dit le hardware, les systèmes, merci, j'ai un collègue dans la salle. Moi, j'interviens sur la partie logiciel critique, entre autres. Et à l'intérieur de tous ces petits boards, on a pour activité, on va dire, d'aider les différentes divisions à organiser leurs recherches, leurs technologies, définir leurs priorités, faire un peu de prospective aussi sur l'ensemble des sujets. Et moi, j'ai la responsabilité de tout ce qui concerne le web, les technologies web, le SOA et le big data. Alors, ça tombe bien, comme le SOA, ce qui paraît, il est comateux ou mort, ça me laisse pas mal de temps pour m'occuper un petit peu du big data dans la société. Juste quelques mots. Il y a un souci là. Ah, bon. C'est pour capturer un petit peu les grands domaines d'activité de Thales. Donc nous occupons de façon mondiale l'ensemble des systèmes de défense, terrestres, aériens, l'avionique, l'espace, beaucoup d'espace. D'ailleurs, c'est une forte source de données. Le transport terrestre et les systèmes d'information et de communication sécurisés. Ce qui est intéressant dans le schéma, c'est la partie système. Pour nous, un système, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la chaîne complète de traitement qui va de la donnée brute, les capteurs, jusqu'à la partie éventuellement terminaux, en plus de toutes les techniques traditionnelles, PC et autres. Entre les deux, on a beaucoup d'activités, on va dire, sur le matériel, temps réel, le logiciel embarqué. D'ailleurs, les deux activités, capteurs et embarqués, aujourd'hui on appelle ça les smart sensors, c'est-à-dire de plus en plus, on met de l'électronique proche des sensors, etc. Internet of Things regroupe un petit peu toute cette tendance. Nous, on le fait parce qu'on en a besoin. Il y a des temps de traitement qui sont nécessairement accessibles uniquement lorsqu'on est dans cette approche-là. Et puis, on a bien sûr aussi toute une activité concernant les logiciels, les systèmes d'information. La petite image illustre les salles de contrôle, ce qu'on appelle les systèmes de commande et de contrôle, etc., que nous mettons en place. Alors, lorsque les organisateurs m'ont proposé d'intervenir, habituellement, je parle plutôt des big data au sens, on va dire, les technologies du big data. Et là, le challenge, c'était de réfléchir, prendre un peu de recul. Je les remercie pour ça. Et de faire partager avec vous un petit peu selon quels axes aujourd'hui on pense que le big data pour Thales va avoir de la valeur. Déjà, est-ce qu'on en a une ? Ou est-ce qu'on peut en avoir une ? Eh bien, la première constatation, c'est que dans tous ces métiers, c'était vrai hier, ça l'est encore plus aujourd'hui, on consomme et on produit des quantités de données de façon substantielle. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait dire que à chaque génération, que ce soit de matériel, de capacité de calcul, on a toujours été confronté à l'aspect, on va dire, limite. Limite en termes de capacité de stockage, capacité de traitement, etc. Donc aujourd'hui, on aurait bien voulu faire du big data il y a 10 ans, 20 ans, etc. Qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Déjà sur le ressenti, on va dire, des ingénieurs, des techniciens qui vont le mettre en place, c'est perçu un petit peu comme des outils de rupture.
Alors, la rupture, ça peut être quelque chose d'assez négatif. Ça peut être vu pour un chef de projet comme étant du risque supplémentaire. Mais ça peut être aussi une formidable source d'opportunités et d'innovation. Et bien entendu, nous, on l'a un petit peu évalué dans ce sens-là. En particulier, on pense que ça va nous permettre d'aller plus loin, de mieux satisfaire les besoins de certains clients. Et en fait, c'est selon cette approche-là qu'on envisage les big data. En fait, pour nous, la rupture, elle est plutôt liée au point de vue que l'on va adopter. Traditionnellement, les systèmes que l'on construit, avec base de données ou autres, sont conçus autour d'un certain nombre d'hypothèses. Donc la partie active, fonctionnelle de l'application, reflète un certain nombre d'hypothèses. Si vous avez des systèmes avec des bases de données, vous avez des IHM qui vont permettre d'interroger cette base, mais vous le faites selon ce que vous êtes capable de stocker dans la base, selon les capacités de votre modèle de données, etc. On pense que le big data, c'est l'opportunité de prolonger un petit peu cette activité avec une vue plus, on va dire, sans a priori. C'est-à-dire capable de faire dire aux données quelque chose que l'on n'aurait pas forcément détecté, quel que soit le nombre d'hypothèses, parce que de toute façon, la quantité de données est telle que finalement, on ne saurait pas poser les bonnes questions. Donc, laissons la capacité aux données à nous surprendre et à nous expliquer un petit peu ce qu'elles peuvent nous dire. Alors, c'est l'aspect un petit peu créatif, cerveau gauche, cerveau droit, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais par contre, ça change vraiment le point de vue. Alors, ça change de quelle façon? Donc là, je vais reprendre une petite casquette un petit peu chercheur. On a regardé un certain nombre de points liés aux activités traditionnelles que l'on a en termes de mathématiques, statistiques. On les utilise, on va dire, de façon presque quotidienne, puisque même un système radar, aujourd'hui, derrière, il y a beaucoup de mathématiques pour tout ce qui est l'analyse du signal, etc. Et là, je vous propose en fait de faire un tri entre toutes les méthodes statistiques, il y en a énormément, c'est celles qui sont pour nous vraiment les plus porteuses d'opportunités de rupture et d'innovation. Alors elles sont toutes axées autour en fait de la possibilité de ne pas faire de l'échantillonnage, plutôt du prédictif. C'est ce qu'on appelle des analyses en mode exhaustif. Et Jean-François Marco Torquino, qui est le directeur scientifique de Thales Sécurité, a proposé d'utiliser comme terme le big data intrinsèque pour ce sous-ensemble de toutes les approches statistiques d'analyse du big data. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est important? Alors ça, c'est plutôt un message pour mes collègues. C'est-à-dire que si on se contente de refaire ce qu'on trouve dans les produits habituels autour du data mining et autres, on ne viendra pas à Thales. Thales n'aura pas une valeur ajoutée suffisamment différenciante. Autant aller chez IBM, l'ensemble des prestataires de services aujourd'hui, ou d'éditeurs de logiciels qui on va les voir aussi, hein, parce que on a toujours besoin de toute cette... on fait du back-office, donc on a besoin de toute cette technologie pour plein d'autres choses. Mais spécifiquement, pour la partie innovation dans le big data, nous pensons plutôt nous caler sur cet ensemble de méthodologies. Alors, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a des moyens à mettre en action? Quels sont ceux qui nous manquent? Quels sont nos points forts, nos axes de progrès, comme on dit, pour pouvoir mettre en action toute cette capacité? En fait, je me suis dit que l'innovation, elle viendra de la rupture et de l'acceptation de cette rupture. Alors, je vous en propose quatre façons d'envisager les choses. Le premier, je pense que c'est repenser notre propriété intellectuelle. J'en dirai deux mots. Il y a toute une partie amont de travail, de recherche, de mise à niveau pour pouvoir tirer parti des nouvelles technologies qui implémentent le big data. Aussi, ça a été dit il y a un certain nombre de fois,
moi je le dis avec mes mots, c'est repenser la motivation de nos clients et plus simplement leurs besoins. Aujourd'hui, vraiment, quand on reçoit un cahier des charges, que ce soit de la DGA ou autre, il fait 2000 pages, ça décrit tout un tas d'exigences qui sont extrêmement précises, voire contradictoires, mais elles décrivent leurs besoins. À travers cette lecture, on n'a pas forcément accès aux véritables motivations profondes. Je pense que le big data va permettre d'engager cette fameuse discussion autour des motivations. Ensuite, bien sûr, tout ça est lié. Il y a des gens qui vont travailler sur cette nouvelle proposition. Il va falloir trouver un moyen de travailler ensemble, de créer de l'émulation, de transférer des compétences. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas de conséquences sur la façon de le vendre, de le mettre en œuvre. Est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce qu'on a des caractères différenciants que l'on pourrait mettre en avant? Quel partenariat il faut développer, etc. Alors, revisiter notre propriété intellectuelle, déjà pour dire quelque chose, c'est que dans tous les domaines, j'en ai donné que quelques-uns, c'est ceux qui me sont venus à l'esprit quand j'ai réfléchi au problème. Donc la fusion de données, oui, ça, on en a plein. Tout ce qui concerne aussi les parties gestion de crise. Donc la fusion de données, ce n'est pas seulement celle des sensors, c'est aussi toutes les données qui viennent, par exemple, de l'intelligence au sens du renseignement. Il y a aussi toutes les données qui sont collectées à travers les parties, on va dire, analyse de texte et autres, que l'on peut avoir besoin de faire quand on est sur des ensembles très complexes, avec plusieurs participants, les pompiers, la sécurité civile, etc., la météo. Donc on travaille aussi sur des approches qui permettent de comprendre les données, de se méfier des données qui ne seraient pas fiables. La fameuse véracité, c'est quelque chose qui nous a été très utile à comprendre et à analyser depuis quelques années. Il y a aussi tout ce qui concerne les analyses d'images, de flux vidéo. On a une activité assez développée dans ce domaine. La reconnaissance d'empreintes, par exemple, les empreintes digitales. Mais maintenant, c'est plus compliqué. On fait des reconnaissances d'iris, on veut faire de la reconnaissance vocale. Il y a un outil qui a été utilisé récemment à propos d'un ancien ministre. Et puis, on peut continuer comme ça assez longtemps. Mais, à vérifier. Mais, d'une façon pragmatique, la plupart de ces algorithmes ont été enfouis, intégrés dans des architectures. Alors je mets classique ici, ce serait plutôt dans le sens non big data, hein, comprenez-moi bien. Ils ont été optimisés pour un matériel particulier, certainement. Le lecteur d'empreintes, il a des choses à l'intérieur. La reconnaissance se fait à ce premier niveau. Pour un métier aussi, on est confronté donc à des réglementations qui varient énormément en fonction du pays, du continent, etc. Et donc, des fois, on n'a pas forcément prévu toute la souplesse nécessaire, et ce sont carrément de nouveaux projets, notamment par exemple dans tout ce qui concerne la sécurité intérieure, les lois, la façon de faire des papiers, des passeports biométriques, etc., est extrêmement différente. Alors en fait, l'idéal, on a commencé à le faire sur certains notamment l'analyse d'images, la fusion de données. On a commencé à reprendre tout cet ensemble de brevets, de papiers, etc., et on a commencé à les appliquer sur ces infrastructures de calcul distribué, etc. Donc là, je dirais qu'on on est rentré dans la phase d'appropriation en fait, de ces technologies de façon concrète, mais sur une base d'existant. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça permet de libérer tout un tas d'idées préconçues, d'évaluer les technologies, leurs performances intrinsèques, etc. Et on va progresser, je pense, énormément dans notre capacité d'apprentissage et d'appropriation. Alors là, je ne parle pas des technologies en elles-mêmes. Hein. On a des projets, notamment dans le spatial, hein, le projet Gaïa. Il est parti, c'est une mission qui va durer 20 ans, qui va observer l'ensemble des étoiles de l'espace, pas pour prendre des photos ce coup-ci, mais pour calculer les spectres d'émission. L'ensemble de ces spectres sont collectés sur des stations au sol, etc. Ce sont plusieurs pétaoctets de données, on va dire, qui sont collectés chaque année. Je pense que c'est la bonne échelle. La première phase, ça a été la mise en place de toute l'infrastructure qui permettait de cette collecte, l'indexation.
l'extraction des métadonnées principales, la validation des données reçues, et puis elles sont rangées. La deuxième phase, c'est un projet qui est fait avec le CNES. Ça va être de donner les moyens d'interroger cet ensemble de masses de données pour les scientifiques, les différents laboratoires, les astronomes, les astrophysiciens, etc. Donc ça a été notre première expérience, extrêmement satisfaisante. Mes collègues de Toulouse ont découvert en quelque sorte le big data par cet aspect-là. Ça a eu un effet, on va dire, de libération pour l'ensemble des autres divisions et activités. Et aujourd'hui, il y a une espèce de bouillonnement qui se fait, qu'on essaye d'organiser autour de certains domaines. D'autres s'y prêtent un peu plus. J'ai choisi pour illustrer cette session 3 petits exemples. Alors, si vous êtes venu en métro, en tram ou en bus, très certainement, à un moment donné, vous avez été confronté à des infrastructures qui sont gérées par Thales. C'est un très gros business, très beau, extrêmement complexe. L'idée, c'est que vous prenez le bus, mais tout ce qui se passe derrière, c'est absolument incroyable. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici, voilà à peu près sur quoi on intervient. J'ai fait le petit exercice, j'ai cherché passager, passenger en anglais. Je l'ai trouvé uniquement ici, en tout petit. Et en fait, le passenger information, c'est un système. Hein, c'est la petite voix que vous entendez, c'est Simone qui vous dit à la SNCF, le train à destination de Lyon partira quai A. Dans notre approche de systémier, en fait, nous sommes confrontés à notre client, ça peut être la SNCF, la RATP, mais nous ne voyons pas les passagers. Ou du moins, nous voyons les problèmes que les passagers posent à travers les contraintes et les exigences à la construction du système. Je pense qu'ici, il y a un énorme réservoir de données qui transitent. Il y a les signalétiques sur les voies. Donc, on est peut-être les seuls à savoir exactement où est une rame donnée. Il y a tous les systèmes de vidéo, de caméras, d'annonces. On est en relation avec ce qu'on appelle les timetables, c'est-à-dire la liste des départs, des arrivées, etc. Aujourd'hui, le constat, ce n'est pas que pour ce système, mais c'est particulièrement flagrant dans ce cas-là, c'est que la somme de données collectées sont rarement utilisées au-delà du strict besoin du système. Et je pourrais rajouter réglementaires ou légaux. C'est-à-dire que si en plus on ne pouvait pas le faire, ça nous aurait bien arrangé. Il est évident qu'aujourd'hui, cette opportunité n'est absolument pas saisie. On y réfléchit très fortement. Et que pourrait être en fait l'innovation pour Thales dans ce métier? On garderait l'équivalent aujourd'hui. Hein. Notre partie, par exemple, toute la billettique, la collecte des informations. On ne connaît pas le passager, mais on connaît un représentant du passager, c'est son titre de transport, par exemple. Eh bien, quitte à conserver des données sur cette activité-là, autant les garder, mais les garder vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu de collecter 1 mois, on va garder 1 an, 2 ans, etc. Avec cette matière première, on peut commencer à analyser, ça a été dit, sous une certaine forme pour comprendre le comportement des passagers. Alors là, ce seraient des passagers, mais si vous voulez mieux connaître vos clients, vos utilisateurs, vous pouvez utiliser des techniques. Nous, on fait confiance dans cette approche à tout ce qui est la recherche de similitudes, technique dite de clustering pour identifier les populations, des choses comme ça. L'idée, c'est ce qui avait été évoqué, individualiser. Voilà. Je pense qu'on est assez bien placé pour monter rapidement à ce niveau-là. Dans quel but? Le fameux besoin. Aujourd'hui, c'était de fournir un système de transport sécurisé, etc. Les motivations pour notre client, pas forcément les nôtres, mais pour notre client, c'est l'aider à proposer, par exemple, des offres différenciantes. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un pass week-end? Est-ce que ça s'intéresse plus pour les familles? Est-ce que ça m'apportera quelque chose, etc. Donc, ça, c'est peut-être la partie de Thales qui a le plus de relations avec, on va dire, le monde civil, entre guillemets, c'est-à-dire votre quotidien sur les rapports avec vos utilisateurs, les ventes, etc. J'y crois beaucoup, on y travaille, ce sont des cycles longs.
c'est plusieurs années pour mettre en place de tels systèmes. Par contre, c'est un marché très dynamique et les opportunités se présentent de façon mondiale pour nous. Ça, c'est peut-être plus quelque chose qui est lié vraiment au cœur du métier de Thales. C'est vraiment notre ADN, tout ce qui concerne la sécurité. Vous avez parlé là, sensors, traitement, jusqu'aux terminaux. En bas, il y avait bien une petite flèche qui disait « avec un souci de sécurité ». On vient nous voir, en général, aussi pour ça. Alors, la sécurité, nous, on connaît plusieurs niveaux. Il y a les niveaux matériels. On fait des boîtiers de cryptage de type militaire. Donc, ce n'est pas celui que vous avez dans vos cartes bancaires. Et puis, il y a aussi toute une partie logicielle. Donc là, c'est tout un métier. C'est extrêmement complexe, très spécialisé. Des sons, l'IDS, des pare-feux, etc. Aujourd'hui, sur un système d'information, vous regardez tous les jours dans les nouvelles, ça apparaît, Anonymous a fait ci, tel pays est attaqué. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire attaquer un pays, mais au moins ces organes représentatifs, symboliques. Et puis bien sûr, tous les jours, même ici, il y a des réseaux, etc. Vous ne savez peut-être pas, mais si vous êtes bien protégé, normalement, vous ne devriez pas le voir, mais en permanence, même vos téléphones sont écoutés, ou on tente de les écouter, etc. Donc la menace est permanente, elle est réelle, ce n'est pas on va dire, dans la courbe de hype, aujourd'hui on parle de la cybersécurité, demain on n'en parlera plus. Non, elle restera toujours présente, hélas. Mais aujourd'hui, c'est insuffisant parce que on fait en fait que de la surveillance. Donc on sait très bien faire de la surveillance. En plus, ça coûte cher, donc il faut bien le faire. La façon de surveiller correctement, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Les antivirus que vous installez sont toujours en retard par rapport aux virus qui circulent, etc. Vous avez besoin donc d'ajuster en permanence des règles de filtrage, des règles de levée d'alerte. Toutes ces activités sont faites par des spécialistes de la sécurité informatique, mais c'est toujours en prévention. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans un système, c'est parce que les modes d'attaque ont changé, on n'a pas su s'adapter. Des fois, ce n'est même pas possible parce qu'avant que quelqu'un soit attaqué, on ne sait même pas que cette attaque existe. Et puis de toute façon, il y a un autre problème, c'est que ce système d'information est vivant en quelque sorte. Des machines sont ajoutées, des services sont lancés, des applications sont déplacées d'une machine. En plus, avec le cloud maintenant, ça complique un petit peu les choses. Le cloud, vu de près, c'est vraiment du brouillard. Pour un système d'information, pour la responsabilité plutôt d'un directeur des systèmes d'information, c'est beaucoup de pression. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer cela ? De la même façon que j'ai dit qu'on pouvait changer de point de vue et que ça allait pouvoir définir de nouveaux comportements, aujourd'hui les menaces la plus courante, elles viennent. Vous voyez ce petit hacker là, il a un beau sourire. Vous avez gagné à la loterie 3 millions, etc. Vous avez tout un tas de ce qu'on appelle globalement le social engineering, qui sont en fait toutes les méthodes qui vont vous inciter à faire des choses que vous ne feriez déjà pas naturellement. Donc on va abaisser votre niveau de vigilance. Et finalement, le problème, il n'est pas la surveillance du réseau, la surveillance des applications du réseau, etc. Le problème, il est ailleurs. La petite blague dans le milieu de la sécurité, c'est de dire que le problème essentiel est entre la chaise et l'écran. Vous travaillerez debout. C'est vrai, tout ce dont on parle dans la presse, par exemple le fait que chez Apple, il se soit fait, non pas hacker, mais qu'il y ait eu des tentatives, etc. C'était parce que c'était des ingénieurs qui, en toute bonne foi, avaient été faire leur travail, avaient fait de la veille techno, travaillaient sur des sites tout à fait légaux. Ce site-là n'était pas au courant qu'il lui-même avait été hacké. Et vous pouvez mettre là, dans cette situation-là, tous les systèmes que vous voulez, ça ne marchera pas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu le problème différemment ? Donc, tout l'existant qui concerne la partie IDS, Snort et autres, ça reste. On la conserve, bien entendu. Elle est indispensable. Par contre, on peut utiliser les informations que l'on collecte ici pour un autre usage.
Là, à nouveau, on repart dans une idée où, comme on n'est pas capable d'interroger correctement ces données-là pour connaître une réponse, puisque c'est une attaque qui n'a jamais existé, par exemple, auquel on va être confronté, on va laisser les données nous expliquer ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des événements anormaux? Alors déjà, en plus, on va les qualifier. Ce qui est au début anormal, finalement, c'est peut-être parce qu'il y a eu une modification dans le système d'information. De nouveaux flux se sont créés entre des applications qui n'existaient pas avant. Donc, OK, on a eu une alerte, c'est une fausse alerte. Donc là, on va dire, ce mode de fonctionnement-là, il est en fait nominal. Très bien. Le but du jeu, comme ça, c'est de conserver de façon périodique, dynamique, la capacité d'apprentissage sur le fonctionnement. Mais c'est le système qui va nous dire qu'est-ce qui se passe. Et évidemment, le but ultime, hein, le Graal, ce serait de pouvoir détecter des comportements anormaux. Par exemple, d'un seul coup, entre 3h et 4h du matin, le PC de monsieur un tel, non, Patrice, il est bien protégé, et fait des appels vers un site russe. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour vous dire que vous auriez pu avoir tous les antivirus que vous voulez, toutes les sondes, peut-être que ce serait passé à travers. Donc nous pensons... Alors ça, c'est un travail de très longue haleine, hein, je vous parle de cela. On a commencé les études, c'est très compétitif. Si vous faites une recherche sur ce type d'activité sur Internet, vous mettez cybersécurité, big data, vous allez commencer à voir, hein, les choses bougent. Hein. L'étape aussi complémentaire, je ne l'ai pas représentée sur cette diapositive, c'est bien entendu, on va aussi essayer de contrer le plus tôt possible tout ce qui se passe dans le milieu des hackers, etc. Donc en surveillant, par exemple, les réseaux sociaux, on peut s'intéresser à cette vision des choses aussi. Est-ce qu'ils nous disent des choses qui pourraient nous permettre de mieux les surveiller? Alors mieux les surveiller, les identifier encore moins, c'est pas assez fiable comme information. Par contre, ça peut donner des idées sur, tiens, en ce moment, on parle plutôt du virus qu'on pourrait mettre dans le lecteur Acrobat Reader, parce que c'est une victime sacrificielle, en fait. Chaque année, il y en a au moins une dizaine qui le concernent. Et cette information-là, ça peut peut-être être intéressant pour imaginer quel genre d'attaque sera prochainement candidate en fait à être déployée sur Internet. Voilà. Un troisième exemple, ça a été évoqué, c'est tout le bout de la chaîne, hein, donc on a parlé terminaux, etc. Il y a tout un domaine aujourd'hui qui est en pleine effervescence, ce sont les fameuses data visualization. Patrice l'a évoqué, je pense que dans votre présentation, ça faisait partie. Oui, c'est un élément fondamental. Lorsque vous avez des millions de données, vous ne pouvez pas vous contenter de fournir des tableaux, bien entendu. En plus, les données, quand elles disent quelque chose, ce ne sont pas forcément les valeurs elles-mêmes, mais les relations entre elles. Donc là, il y a tout un travail qui est en train d'être fait, qui nécessite des compétences, certes, d'analystes, certes, d'ingénieurs de développement, etc., mais aussi d'ergonomes, de designers, parce que donner de la valeur visuelle à de l'information, ça ne s'apprend pas dans les écoles qui font du développement. Alors, par exemple, voici un magnifique projet. Alors, ça ne se voit pas bien sur la photo n'est pas bien contrastée, mais imaginez que cela représente en fait un écran qui fait 3 mètres de long, et puis ça de haut. Il est multitouch, mais là, multitouch, c'est 4 personnes avec leurs 10 doigts, donc ça fait 40 touches. Ça laisse des traces. Et on l'utilise en fait comme plateforme d'expérimentation. Il passe après. Et on s'en sert comme plateforme d'expérimentation pour essayer de projeter quels pourraient être dans les futurs centres de commande et de contrôle. Comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire des systèmes de gestion de crise qui permettraient à des experts qui ne sont pas forcément des informaticiens avec des applications dédiées, de façon très fluide, très évolutive, avoir accès à de l'information. En plus, devant le public, quelqu'un peut à un moment donné se lever, venir interagir, etc. C'est aussi une façon d'expérimenter de nouvelles représentations visuelles. Alors, il y a plein d'idées.
On n'en fait pas la liste, ce n'est pas possible. En plus, à chaque fois que l'on fait venir des petits stagiaires, ils ont encore plein plus d'idées. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, qui va carrément changer la façon vraiment de voir les données. Exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la cybersécurité. Il y a un module qui s'appelle, par exemple, l'analyse des vulnérabilités. Les vulnérabilités, c'est quoi? C'est quels sont tous les moyens, en fonction de la nature de la machine, de votre OS, de sa version, etc. Comment est-ce qu'on peut pénétrer cette machine? Quels sont les moyens? Donc il y a des catalogues qui existent. Quand on analyse ça en reconstituant la topologie d'un réseau informatique, on peut faire tous les chemins possibles d'attaque. Alors on en a des milliards de milliards en général, sur un système raisonnablement important. Parmi toutes ces possibilités, quelles sont celles qui sont les plus pertinentes? Donc les experts peuvent venir sélectionner des motifs d'attaque, le système réagit, filtre tout ce qui se passe, quel serait potentiellement l'impact. Si c'est juste le serveur de veille qui tombe, c'est grave, c'est pas grave, etc. Tout ça me fait réfléchir en fait qu'il y a... Alors, je ne vais même pas en parler parce qu'il y en a plein. Les activités autour du big data, chez nous, je pense qu'on n'en a pas fait le tour, bien au contraire. Il y a aussi un truc important, c'est reconsidérer le capital humain. Ça a été dit d'une certaine façon, à un moment donné. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, quelle que soit la façon dont vous prenez en charge un projet qui va avoir pour fondamental fondement la partie big data, qu'elle soit purement technologique à la limite, vous aurez toujours affaire à un certain nombre de compétences multidisciplinaires. Architecte logiciel, mathématicien, statisticien, ergonome designer, on en a vu, juriste évidemment, et puis tout ce qui est force de vente, stratégie, partenariat, make team buy, etc. Vous connaissez certainement mieux que moi. Alors j'ai une bonne nouvelle, déjà pour nous. On a fait un progrès, on va dire, de compréhension de ces enjeux. La semaine prochaine, mon ancien chef va officiellement ouvrir le Design Center à Thales Université à Jouy-en-Josas. Ce Design Center, en fait, est basé sur la méthodologie Design Thinking. Ce qui est absolument intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que j'écrivais cette présentation, il y a des caractéristiques très nettes sur la façon d'innover proposée par le Design Thinking, et un certain nombre de nécessités pour vraiment tirer parti du big data et de ses applications. La première étant de remettre au centre du problème l'humain, l'utilisateur, ce capital que l'on ne voit qu'à travers ses données en quelque sorte. En plus, toute la partie créativité qu'il doit y avoir autour du design, mais aussi la partie, on va dire, convergence vers un produit qui mettrait en place un certain nombre d'équipes pluridisciplinaires, est organisée par un processus. Alors, les entreprises adorent les processus, même créatifs. Et puis, c'est bien d'extraire tous ces gens de leur milieu professionnel habituel. Ça permet de créer des liens plus directs, de mieux comprendre les motivations des uns et des autres. Donc on a un espace qui sera dédié à ces activités. Voilà, je vous remercie beaucoup.